Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Que c'est bon de vous retrouver tous les jours de 17h à 19h avec Philippe David. Bonjour à tous. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bien, on est ravis de finir cette semaine avec vous. On l'a tellement bien débuté avec nos vraies voix du jour. Ce numéro de téléphone que vous connaissez, le 0826 300 300 bien entendu. Vous pouvez vous inscrire si toutefois vous avez envie de participer à cette émission. Vous laissez des messages, on vous rappelle. Et bien entendu, on diffusera vos messages. Allez, dans le sommaire de cette émission, le grand débat du jour, c'est à 17h30. Un enseignant de l'université Lyon 2 Paris pris à partie, conspué, traité de sioniste et de raciste en plein amphithéâtre. Fabrice Balanche s'est opposé à la tenue d'une soirée de rupture de jeûne du Ramadan dans les locaux de l'université. Alors parlons vrai, êtes-vous choqué par la politisation des facs? Et à cette question, faut-il imposer la neutralité politique dans les universités? Vous dites oui à 94%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Fabrice Balanche sera avec nous, un géographe, maître de conférence à l'Institut de Lyon 2 et auteur des leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. La France Insoumise et les écologistes appellent à un rassemblement contre l'extrême droite dimanche à Paris. Manifestation en forme de riposte de celle du RN après la condamnation et l'inéligibilité de Marine Le Pen. Alors parlons vrai, est-ce que la contre-manifestation LFI-EELV symbolise la radicalisation des esprits? Et à cette question, RN et LFI manifestent dimanche. La politique se fait-elle dans la rue? Vous dites non à 53%. Vous voulez réagir? Aude, qui lui n'est pas dans la rue, mais au standard. Zach, pardon. Aude, alors là, si je confonds les deux, c'est qu'il y a un gros problème. Ouais, ainsi que les vraies voix. Aude n'a pas de moustache, je crois. Ça, c'est vous attendent au 0826 300 300. C'est pavlovien. Allez, hola, bienvenue dans les vraies voix. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et notre auteur, Philippe Bilger, qui est avec nous. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile. D'emblée, je veux dénoncer un rapport de force très inégal. C'est-à-dire entre les chroniqueurs. On oppose un goy limité à deux juifs extrêmement intelligents. Là, je considère qu'il y a de l'abus. Mais un plus intelligent, c'est Farad, lui Ashkenaz. Ah d'accord, on est bien mais en dehors de ça, je suis ravi. C'est un vendredi et avec vraiment vous-même qui arrivez toujours parfaitement à l'heure, ma chère Cécile. On peut rien lui dire, Philippe Bilger. Ouais, mais en propos, parce que tu dis limité, je trouve qu'il est très gentil avec lui-même. Moi, j'aurais dit extrêmement limité, mais vous parlez de vous? Non, de vous. Mais rassurez-vous, Philippe, j'ai une tendance intrinsèque. Je défends toujours l'opprimé. Ah bon. Voilà. Emmanuel Abramovitch est avec nous, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonsoir. Et famous René Chiche. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Rédacteur en chef du groupe Entreprendre. On est ravis. Dites-nous, il y a une petite coupe d'été là. Bah oui, écoutez, c'est bientôt les vacances. Et Philippe Bilger aussi est allé chez le coiffeur, deux d'un coup. C'est le même coiffeur, chez le même coiffeur. Et puis je crois que là-bas dans la salle, il y a aussi qui est-ce qui est allé chez le coiffeur? C'est passionnant cette intervention. Ça tient à plus d'un cheveu, mais c'est important. Enfin, en tout cas, ce sont des coiffeurs qui ne font pas les mèches à l'avant, on est d'accord. Parce que ça ne sert à rien avec vous. Allez, le 0826 300 300, Xavier de Florac est avec nous en Gironde. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir les vraies voix. Alors vous venez avec une information qui est une information heureuse. Xavier. Oui, un peu de bonheur, un peu de joie dans ce monde de brutes. Alors, c'est l'histoire de Anne, en fait, une professeure de mathématiques qui a à peine à l'âge de ses 30 ans a subi un AVC. Et elle est devenue tétraplégique, elle a perdu l'usage de la parole. Donc cette Canadienne, pendant de nombreuses années, pendant 18 ans, elle a galéré, elle a pu pouvoir s'exprimer convenablement. Et récemment, il y a des chercheurs des universités de Berkeley et de San Francisco qui lui ont rendu la parole. Ils lui ont rendu la parole grâce à un implant cérébral, une nouvelle technique qui lie des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, une forme d'implant cérébral moins intrusif que celui d'Elon Musk, qui n'a pas besoin d'être implanté au fin fond du cerveau. Juste, on lui pose en gros des électrodes sur le néocortex. Et cette machine est capable de comprendre en fait ce qu'elle est en train de penser, ce qu'elle veut dire, et de le transformer en voix. Et elle peut désormais avoir des conversations
façon normale, comme si elle avait retrouvé la parole. Et je trouve ça formidable parce que c'est la démonstration que l'être humain est capable d'utiliser l'IA pour améliorer la santé, pour améliorer, résoudre des handicaps. Et finalement, ça augure de très belles choses pour l'avenir et pour notre société. Et moi, je dis bravo. Bravo. Et puis, surtout, je voulais en parler, mais je n'aurais pas su l'expliquer aussi brillamment que notre auditeur. Vous êtes trop limité, c'est pour ça. Et moi, on ne m'aurait pas rendu la parole, à mon avis. On vous leur enlevé, surtout. C'est quand même extraordinaire, non? Oui, Philippe Bilger, je l'aurais fait avec beaucoup plus de sarcasme et de subtilité, j'en suis certain. Non, pas du tout. Vous avez été formidable, ça a été très passionnant. C'était passionnant. Oui, d'ailleurs, c'est très bien que l'auditeur parle de ce sujet, parce que j'ai vu le reportage. Moi, j'ai vu un reportage. C'est une équipe de chercheurs de Berkeley. Ouais, de Berkeley. C'est extraordinaire, hein, vraiment. Et puis c'était émouvant. Oui. Je trouve extraordinaire de rappeler par ce résultat formidable que l'IA, ça ne sert pas que à conserver et à exploiter de l'information passée, mais aussi à préparer le futur. Xavier, vous travaillez dans l'IA parce que si vous avez un implant pour le qui c'est qui l'a dit, là ils vont faire la tête dans le studio. Non, j'ai pas encore ça. Ouais. Ah. Donc Bilger, tu vas pas à la tricherie. Vous travaillez pas dans le domaine par hasard? En fait non, je travaille dans l'éducation en ce moment, mais je me sers de plus en plus de l'IA et c'est formidable. Ça nous fait gagner un temps fou, même s'il y a encore des biais, il y a encore quelques écueils. Hein. C'est pas vraiment intelligent l'IA. En fait, on parle de l'IA comme si c'était une intelligence artificielle. C'est artificiel, mais c'est pas vraiment intelligent. C'est surtout une machine qui absorbe des données et qui est capable de les restituer d'une manière plus ou moins vérifiable. Vous avez vu comme on parle de nous, Philippe. Mais nous, on est des intelligences 100% naturelles, vous et moi. Xavier, en tout cas, si vous êtes prof, j'aurais adoré avoir un prof comme vous. En attendant, vous restez avec nous, vous êtes notre vraie voix du jour, le procureur de la République française. Le procureur va parler d'une proposition de loi qui a été adoptée, qui venait d'Horizon. Très bien. Eh bien, écoutez, vous dites ça. J'y vais carrément. Non, comme d'habitude, il y a toujours un teasing. Non, mais parfois je me dis je pourrais y aller, d'autres fois. Mais... Vous restez ici déjà, vous n'allez pas y aller. Et on revient dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir tous les jours dans cette belle maison Sud Radio entre 17h et 19h. Vous avez la possibilité, si toutefois vous ne l'aviez pas fait, mais ça m'étonnerait, vous abonner à notre chaîne YouTube. Et bien entendu, si vous nous regardez sur YouTube, on vous fait des coucous. Salut. Miss France. Et ouais, c'est notre côté. C'est comme ça, Miss France. C'est très. Le geste est très, très choisi. Très codifié. Autour de cette table, Philippe Bilger qui est avec nous, auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold, René Chiche, rédacteur en chef du groupe Entreprendre, et Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Avec Philippe David, on vous accueille bien entendu au 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on aujourd'hui? On va parler de Donald Trump qui affiche son soutien à Marine Le Pen, du ministre de l'économie Éric Lombard qui en appelle au patriotisme des entreprises après les annonces du même Donald Trump, et puis du pape François qui va un peu mieux. Il pourrait faire une apparition publique dimanche, indique le Vatican en 3 mots: soutien, patriotisme et apparition. Tout de suite, le procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir, mais plutôt à décharge, en faveur des députés Horizon qui ont voté une loi qui annulait une loi faite par Édouard Philippe. Absolument. Ils ont voulu battre en brèche une idéologie anti-prison, et vous venez de rappeler très justement qu'ils ont rétabli la possibilité de prononcer des peines de prison ferme de moins d'1 mois. Et je trouve que c'est une bonne idée, je pourrais développer, mais je ne voudrais pas priver mes chroniqueurs préférés d'un temps de parole qu'ils attendent avec impatience, et l'abrogation du principe de l'aménagement obligatoire des peines pour, aménagement obligatoire pour les peines inférieures ou égales à 6 mois. L'intéressant, vous l'avez dit, Philippe, c'est que Édouard Philippe avait fait voter le contraire
en 2019, mon Dieu, il a compris qu'il s'était trompé, il a quelqu'un au sein d'Horizon qui a développé ce point de vue, et je le félicite. Si je ne m'abuse, c'est Madame Belloubet qui était garde des Sceaux. Oui, c'est possible. Absolument. Ceci explique probablement cela. René Chiche ou Emmanuel Abramovitch. Il était temps que la loi refasse son office, c'est-à-dire que les victimes ne soient pas doublement victimes, c'est-à-dire à supporter l'atteinte à leur personne, mais en plus risquer de croiser en allant à la boulangerie ceux qui les ont fait souffrir. J'espère que ce ne sera plus possible grâce à cette loi et la possibilité de rendre effectives ces petites peines. René Chiche. Oui, en même temps, ça prouve que lorsque des hommes politiques se rendent compte qu'ils sont pas tellement en phase avec l'opinion, reviennent un petit peu dans le jeu. À marche forcée quand même. Ouais, mais enfin, ça prouve quand même quelque chose. Ça prouve que, moi, je trouve que c'est bien ce qu'a fait Édouard Philippe avec son groupe, là. Ça lui donne, je trouve, une stature un peu plus d'homme d'État, parce que je ne trouve pas qu'il a pour l'instant vraiment une stature très importante. Mais là, se réadapter, en même temps, c'est peut-être aussi, faut le reconnaître, peut-être une question aussi de stratégie politicienne pour coller à Bruno Retailleau, etc. Vous voyez, pour pouvoir un petit peu ça peut aussi être une des raisons de ce revirement, je dirais, d'Édouard Philippe et de son groupe Horizon. Emmanuel Abramovitch. J'aurais préféré qu'Édouard Philippe pense à cela et nous permette d'éviter ce recul. En fait, je pense qu'il y a eu erreur au moment de cette loi, à l'origine. Alors, les politiques devraient être plus près du terrain, plus près du peuple de France et ne pas se retrouver à pondre des textes que l'on est obligé d'annuler quelques années après. Surtout que c'est pas la première fois qu'on en parle, hein, ça fait des années. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont soutien, patriotisme et apparition. Libérer Marine Le Pen, écrit Donald Trump sur son réseau social. Le président des États-Unis affiche son soutien à la leader du RN frappée d'inéligibilité. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, en appelle au patriotisme des entreprises françaises après les droits de douane annoncés par Donald Trump. La Chine riposte fermement avec des taxes de 34% sur les produits arrivant des États-Unis. Et puis le pape François va un peu mieux selon le Vatican. Il pourrait faire une apparition publique dimanche. Pas sûr qu'on l'entende à cette occasion. Sa voix reste très affaiblie par ses problèmes respiratoires et ses 2 pneumonies. Les vraies voix Sud Radio. Et oui, il aurait pu écrire « Make Marine Le Pen free again ». Il a préféré écrire « Libérer Marine Le Pen ». Donald Trump a publié sur son réseau social ce soutien à la leader du RN après sa peine d'inéligibilité. Bon, on rappelle qu'elle n'est pas en prison, puisque la peine ferme suspendue par l'appel était à purger de toute façon sous bracelet électronique. Je ne connais pas Marine Le Pen, mais je suis sensible au fait qu'elle travaille dur depuis tant d'années, écrit le président des États-Unis sur son réseau social. Et il développe en minimisant la portée du détournement de fonds estimé à 4 millions d'euros environ. Elle a essuyé des échecs, mais elle a continué. Et maintenant, juste avant ce qui serait une grande victoire, ils s'en prennent à elle sur une accusation mineure dont elle ne savait probablement rien. Ça ressemble pour moi, écrit toujours Donald Trump, à une erreur comptable. Donald Trump qui emploie aussi pour Marine Le Pen un terme qu'il affectionnait jusqu'à présent pour parler de lui-même ces dernières années, The Witch Hunt, la chasse aux sorcières. D'ailleurs, dans la foulée, son vice-président J.D. Vance embraye sur ces gauchistes européens qui se servent de l'arme judiciaire pour faire taire la liberté d'expression et notamment donc empêcher la favorite des sondages, dit-il, de se présenter. Rengaine à peu près similaire du côté d'Elon Musk. Notez que du côté du RN, il n'y a pas eu de fanfaronnade sur ce soutien du locataire de la Maison-Blanche et de ses acolytes aujourd'hui. Les différents responsables du Rassemblement national semblaient assez timorés sur le sujet aujourd'hui, comme un peu au moment de la cérémonie d'investiture. Philippe Bilger, avant de réagir, j'ai été un peu déçu par l'accent anglais pour dire The Witch Hunt de notre ami Félix. Vous pouvez le dire, vous qui avez un accent parfait, on l'a entendu cette semaine. Witch Hunt. Oh, c'est bien. Vous me donnerez des cours d'anglais. Vous avez progressé depuis lundi, mardi, vous avez progressé. J'avais forcé le trait, je m'étais entendu, j'ai pensé que je pouvais faire mieux. C'est un petit côté Texas. Allez, le deuxième mot, patriotisme, terme employé par le ministre de l'économie aujourd'hui. Éric Lombard appelle les entreprises françaises à ne pas choisir de déménager leurs usines vers les États-Unis afin, par exemple, d'y échapper aux taxes de 20% annoncées sur les marchandises produites en France. Nous faisons appel au patriotisme parce que nous sommes dans un moment de confrontation entre les grands blocs sur la planète, les États-Unis, la Russie, la Chine. L'Europe a tous les moyens d'être au niveau, mais ça demande des efforts. Il faut attendre
dans les semaines qui viennent de voir comment la négociation avec les États-Unis d'Amérique s'engage. Si on peut rapidement, ce qui est tout à fait possible, arriver à un accord avec un désarmement des mesures qui ont été engagées, un désarmement des mesures qui vont être annoncées par l'Union européenne, on peut encore avoir une année qui soit une année de croissance certes modérée mais positive. Le ministre de l'économie ce matin chez nos confrères de BFM TV, de son côté la Chine fait le choix de la fermeté dans la riposte, avec une taxe de 34% sur les marchandises qui viennent des États-Unis. Pékin qui saisit au passage l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En tout cas, après ces nouvelles annonces, cette riposte chinoise aujourd'hui, les places boursières, notamment européennes, ont continué à plonger. Philippe Bilger, c'est le début d'une guerre commerciale? C'est l'escalade. Sûrement. Mais là, je suis curieux de voir comment l'Europe va réagir tout de même. C'est pas évident. C'était hallucinant de le voir devant son tableau hier ou avant-hier. Trump, on n'arrive pas à le prendre au sérieux et pourtant il faut le prendre au tragique. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que quand vous faites des droits de douane, vous dites pas 20% sur tous les produits d'un pays. Vous ciblez les produits, parce que imaginons, vous pouvez parfaitement mettre des droits de douane à l'exportation sur les produits dont les Américains ont besoin et qu'ils font pas et qu'on fait. Il y en a quelques-uns en haute technologie. Si d'où on nous dit, on met 30% de droits de douane à l'exportation à nos entreprises, c'est eux qui vont être pénalisés encore plus. Bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais en plus, attention, Trump, il est en train de se tirer une balle dans le pied. Selon moi, je veux dire. Vous avez vu la réaction de l'association d'industriels américains qui trouve ces mesures totalement aberrantes. Les industriels américains. Vous avez vu la bourse du Nasdaq qui est en chute libre. Vous avez vu que des entreprises comme Nike, Apple ont perdu des dizaines de milliards en une journée suite aux annonces de Trump. Ce qui est incroyable. Et le paradoxe, c'est en plus avec ces taxes, il va même taxer lui-même indirectement des entreprises américaines, puisque certains constructeurs américains fabrique à l'étranger. Donc même pas aux États-Unis. Oui. Exactement. Mais c'est aberrant. Apple, donc c'est non seulement une guerre commerciale avec l'Europe et avec la Chine, mais aussi certains produisent en Europe aussi. Oui, en plus, exactement. Donc c'est aberrant. Et Miquelon. Oui, en plus, c'est aberrant. C'est aberrant, moi je trouve. D'abord, l'intelligence industrielle s'est toujours adaptée. D'abord à l'histoire. Souvenez-vous que quand il y avait un monde divisé en deux blocs, les grandes entreprises américaines notamment avaient des pôles de production qui étaient répartis en différents pays au cas où un pays nationalisait une entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise s'est adaptée à nouveau. En réalité, énormément d'entreprises américaines sont déjà implantées en Chine. Vous avez évoqué Tesla ou Apple, mais ils ont déjà des usines et des grands centres de production en Chine. Donc, on n'est pas dans une guerre à outrance. Il faut pas non plus effrayer trop les gens. Maintenant, nous commençons à connaître Trump et nous savons qu'en fait, il a posé maladroitement, comme d'habitude, une base de négociation qui ne restera certainement pas figée et qui va évoluer. C'est le pire pour revenir, c'est ça? Je pense aussi, absolument. Troisième mot, apparition, le pape va mieux, indique le Vatican. De légères améliorations sur les plans de la respiration, de la motricité et de l'usage de la voix, indique le communiqué, qui évoque aussi des analyses de sang qui vont plutôt dans le bon sens. Le pape François pourrait même faire une apparition publique dimanche. Alors reste à voir si cette fois on pourra l'entendre. Il ne s'était pas exprimé lors de son apparition au balcon de l'hôpital il y a quelques jours. Contrairement aux fidèles qui, eux, avaient donné de la voix, en tout cas, il faudra du temps pour que le pape retrouve le plein usage de la sienne, indiquent les médecins. La voix du souverain pontife qui a été très affaiblie par ces 2 pneumonies qui ont endommagé notamment ses muscles respiratoires. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous vouliez peut-être... Allez-y. Non, je voulais dire, à force de nous annoncer des améliorations, le pape finira bien par être bien portant. Oui, ou pas. Vu comme ça. Ils disent légère à chaque fois quand même. Oui, mais ça fait 15 jours que ça va mieux, tous les jours. Écoutez, en tout cas, dans un instant, le grand débat du jour. À l'université Lyon 2, un enseignant pris à partie et traité de sioniste après s'être opposé à une soirée de rupture du jeûne. Alors parlons vrai. Êtes-vous choqué par cette politisation à outrance de certaines facs? Et à la question, faut-il imposer la neutralité politique dans les facs? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Fabrice Balanche est avec nous, un géographe, maître de conférence de l'Institut Lyon 2 et auteur de Les leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir. Est-ce que vos opinions ont finalement été un frein à votre carrière? Ah oui, bien sûr. Ça a commencé en 2014. On va en parler. Vous nous dites oui, on fait une petite pause et on en parle dans un instant. D'accord. Soyez le bienvenu. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Retour des vraies voix avec évidemment Cécile de Ménibus, Philippe Bilger, Emmanuel Abramovitch et René Chiche. Et c'est l'heure du tour du grand débat des vraies voix. Voilà. C'est ça va bien. Ouais. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Excusez-moi, malheureusement. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Il souhaitait organiser une soirée de rupture du jeûne dans une salle de l'université. L'événement avait été annoncé sur les réseaux sociaux et devait avoir lieu les 25 et 26 mars. Oui, bon, j'étais à moitié surpris parce que en fait, ça fait 2 ans qu'on a des mouvements pro-palestiniens qui se disent antisionistes, mais bon, la différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme chez eux, c'est une feuille de papier à cigarette. Et là, bon, ils ont décidé de venir interrompre mon cours, un cours d'ailleurs qui n'avait absolument rien à voir avec la Palestine, c'était le voisinage de l'Union européenne, je dois le préciser. Fabrice Balanche de l'université Lyon 2, pris à partie, conspué, traité de sioniste et de raciste en plein amphithéâtre. Il s'est opposé à la tenue d'une soirée de rupture du jeûne du Ramadan dans les locaux de l'université. Alors parlons vrai, est-ce que la politisation des universités en France, elle penche à gauche ou à droite? Et à cette question, faut-il imposer la neutralité politique dans les universités? Vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et Fabrice Balanche est donc avec nous, géographe, maître de conférence à l'université Lyon 2 et auteur de Les leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Fabrice Balanche. Philippe Bilger. D'abord, je voudrais rendre hommage au maître de conférence qu'on a l'honneur d'avoir quasiment parmi nous. Il faut du courage. Deuxième observation, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il faut même plus que du courage pour faire appliquer avec une sorte d'héroïsme les règles fondamentales de la neutralité universitaire. C'est tout de même extraordinaire. Et dernière observation, c'est le fait que je suis évidemment très pessimiste sur ce plan. Il y a tellement d'instances, d'institutions qui sont gangrenées par une politisation que je crains qu'en réalité le reflux ne puisse plus se produire. Je pense notamment au judiciaire avec le syndicat de la magistrature et d'autres institutions. Emmanuel Abramovitch. Le parallèle est très bien trouvé, mon cher Philippe, entre ce qui se passe dans les universités, c'est-à-dire la politisation des actions, des enseignements ou des luttes politiques que l'on trouve à l'université et dans le domaine judiciaire. Nous avons vécu un lundi noir judiciaire et donc cette politisation de ce qui fait la République, de ce qui constitue la France et notre unité de demain ne peut pas continuer à se briser comme cela. Oui, il est important, nécessaire, majeur d'interdire l'entrée de la politique comme de la religion dans l'université ou dans la justice. C'est notre devenir commun qui en dépend. René Chiche. Alors d'abord, tout mon soutien à Monsieur Balanche pour que les choses soient claires. Ouais. Et même ici, oui, mais absolument. Non, le mien aussi, je me souviens, pas dit, mais je le pense aussi. Le nôtre. Et je me souviens aussi que j'avais eu un débat très houleux avec une étudiante, je ne sais pas si vous venez à Sciences Po, qui bloquait pendant les événements. On s'était même carrément. Bon, enfin, par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec vos arguments et je réponds non. On ne peut pas imposer une neutralité dans les universités, une neutralité politique. D'abord, on n'a pas le droit. Les seuls qui peuvent être soumis à une neutralité, laissez-moi terminer, une neutralité, ce sont les agents de l'université, vous voyez, ou les chefs d'établissement. Mais on ne peut pas bâillonner, parce que c'est vraiment, ce serait l'expression. Si vous voulez imposer une neutralité politique ou syndicale à des étudiants, c'est une façon de les bâillonner. Ce n'est pas possible. On a souvent dit, en plus, même si j'exècre le comportement des étudiants qui se sont comportés avec M. Balanche, attention, que je sois clair, on ne peut pas. Les étudiants peuvent avoir, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, une conscience politique, une liberté politique, une liberté syndicale. Et d'ailleurs, souvent, je vous signale que le syndicalisme étudiant ou le syndicalisme politique dans les universités a été quand même l'avant-cour ou la cour d'hommes politiques ensuite qui se sont un petit peu entraînés avec le syndicalisme, que ce soit à droite ou à gauche. À droite, vous avez eu des gens comme Patrick Devedjian, paix à son âme, Claude Goasguen, Hervé Novelli, d'autres gens. Vous savez que par exemple Jean-Marie Le Pen a été président d'un syndicat d'étudiants. Il faisait de la politique. Corpo de droit. Ah, exactement. À gauche, vous en avez eu plein. Hollande, Valls, etc. Quand on parle de neutralité dans notre question, on ne parle pas des élèves, on parle de l'institution en fait. Oui. Mais non, mais parce que certaines universités sont ouvertement à gauche, comme je sais pas Tolbiac, Le Mirail à Toulouse. Comment ça,
ils sont à gauche. Mais les étudiants d'extrême gauche... Vous avez les dirigeants de l'université qui sont ouvertement à gauche. Je parle que... Qui affichent des idées de gauche. Est-ce que je peux en placer une? Non. C'est les étudiants des syndicats d'extrême gauche qui font la loi. C'est tout. Mais non, mais on le voit très bien, il y a des professeurs. On va faire réagir Fabrice Balanche. Je ne suis pas d'accord avec ce raccourci. Ah bah écoutez, c'est une réalité sur le terrain. Attendez, on a un invité, René Chiche. Oui, mais parce que là, non, c'est une réalité. Vous avez raison. Allez, si René Chiche a besoin de finir de sa démonstration, bien entendu, non, d'accord. Fabrice Balanche, forcément, on vous soutient forcément parce que c'est très compliqué. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu dans le contexte ou nous expliquer ce qui s'est passé déjà? Tout simplement, je faisais cours mardi après-midi sur le voisinage de l'Union européenne, donc un cours qui n'avait rien à voir avec l'islam ou la Palestine. Lorsqu'il y a une vingtaine d'individus masqués qui sont arrivés dans mon cours en hurlant racistes, sionistes, c'est vous les terroristes, arborant une banderole demandant la libération de la Palestine, l'arrêt du génocide à Gaza. Et puis, ils ont commencé à encercler la chaire où je me trouvais, et puis à m'invectiver en me traitant de sioniste, en dénonçant le fait que je m'étais opposé donc à la tenue d'iftar à l'université. Parce que c'est une atteinte à la laïcité, et diverses autres choses. Donc j'ai préféré partir immédiatement. C'était la meilleure façon finalement de les désarçonner. Certains ont voulu me poursuivre, mais heureusement j'ai un groupe d'étudiants qui s'est interposé courageusement, ce qui évitait des violences physiques. Mais voilà ce qui s'est produit. Donc c'est il faut interdire une forme de politique à l'université. On peut pas évidemment interdire la politique intégralement à l'université. Les enseignants ont un devoir de réserve naturel. Il ne faut pas que les enseignants utilisent leur chair pour faire des discours politiques. De la propagande. Parce que ça se fait de plus en plus. Oui. Les étudiants, les syndicats étudiants ont des locaux, ils ont le droit évidemment de s'exprimer, mais lorsque vous organisez des conférences à l'université, le génocide en Palestine, la politique d'apartheid d'Israël, en faisant venir des gens du FPLP, des groupes considérés comme terroristes, où il n'y aura pas de débat, il y aura un monologue en fait, où vous n'aurez qu'un panel de gens convaincus apportant une certaine doxa. L'université n'est pas le lieu pour ça. Ouais. L'université, c'est un lieu de débat. C'est pas un lieu, c'est pas une tribune pour ce genre d'activité. C'est ça qu'il faut arrêter. Allez, on a pas mal de Philippe, pardon. Allez-y vite parce qu'on a beaucoup d'appels. Juste une question. Il n'a jamais été interdit, me semble-t-il, contrairement à ce qu'a dit notre ami René Chiche, de priver un étudiant, un universitaire, du droit dans son fort intérieur de penser à la politique. Mais il doit c'est quoi la neutralité? Il doit se plier à des règles. Vous les avez rappelé, qui dans l'espace universitaire ne conduisent pas à violer, à entraver l'expression de l'enseignement. Mais c'est tout. C'est la différence entre la conscience politique dont nous sommes tous détenteurs et l'exercice de la politique. Non, attendez. Lorsqu'on dit la neutralité politique des étudiants, ça veut dire quoi? Excusez-moi, il n'y a peut-être pas besoin de syndicats étudiants. Les syndicats, c'est plus pour les salariés, non? Mais pourquoi il y a toujours eu des syndicats étudiants? D'où sont sortis des gens très bien. Je ne vois pas pourquoi vous êtes anti-syndicats. Les amis, franchement, je vois pas à quoi ça sert un syndicat étudiant. Mais moi, j'ai déjà connu des syndicats étudiants, mais j'ai connu des syndicats au lycée. Vous voyez? Et alors? Allez, 0826 300 300. Xavier est avec nous. Bonsoir, Xavier. Ça sert à rien. Bonsoir. Votre avis sur le sujet qui fait beaucoup réagir. En fait, le sujet, il est déjà tranché en partie par l'article L141-6 du Code de l'éducation qui nous dit que le service public de l'enseignement supérieur est laïque, indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. Il tend à l'objectivité du savoir, il respecte la diversité des opinions. Bon, voilà, en fait, la réserve institutionnelle, elle s'impose de fait
à l'université, c'est-à-dire que les représentants de l'université, les agents publics doivent faire preuve de neutralité. Les enseignants ont la liberté académique qui leur permet d'aborder des thèmes qui peuvent être polémiques, toujours en respectant une forme d'objectivité et de neutralité. Xavier, soyons clairs, est-ce que c'est respecté quand on voit l'affaire de Fabrice Balanche qui est avec nous? Non, mais l'affaire de Fabrice Balanche, je pense qu'il faut pas tout confondre. Là, on a affaire à des injures publiques, à de la diffamation, à des attaques qui sont réprimées par le code pénal. Donc la liberté de pouvoir exercer, la liberté d'expression au sein des universités qui est exercée par les étudiants en se mobilisant par exemple sur des causes diverses et variées ne doit pas permettre l'exercice de délits ou de délits d'infractions dont a été victime mon camarade. Ce que je veux dire aussi, et je terminerai là-dessus, c'est que heureusement que nos universités sont des lieux de débat, de dialogue et de construction de l'objectivité, parce que rappelons-nous quand même que pendant 1000 ans, les universités ont été soumises au dogme des religions et des États, et que c'est justement cette liberté institutionnelle qui permet à nos sociétés de faire émerger le meilleur. Je vais revenir sur cette question avec vous, Fabrice Balanche, que je vous ai posée juste avant la pub en vous disant, est-ce que vous pensez que votre carrière a été freinée à cause de vos opinions? Oui, tout à fait. Bon, je suis maître de conférence. Pour passer professeur, qui est le grade au-dessus, il faut une habilitation à diriger des recherches. Cette habilitation, je l'ai passée en 2013. Or, je me suis présenté à divers postes de professeur que je n'ai jamais obtenus. En 2014, j'avais même voulu muter à Sciences Po Lyon, parce que j'étais déjà maître de conférence à Lyon 2, et j'ai été victime vraiment d'une commission de spécialistes complètement idéologique, qui m'a blackboulé. Je n'avais même pas, j'ai été classé dernier, même pas classé en fait. Donc j'ai fait un recours au tribunal administratif à l'époque. Le tribunal administratif m'a donné raison. Il a cassé le recrutement, non pas pour vice de forme, mais parce que le juge administratif a vu que les membres de la commission de spécialistes n'avaient pas été impartiaux. Donc il a fallu refaire une commission de spécialistes. Évidemment, l'administration ne se déjugeant pas, ils ont blindé les rapports et au lieu de ne pas me classer, ils m'ont classé bon dernier. Parce que, casser le recrutement d'un collègue, ça aurait quand même été une première. Mais ça a quand même obligé à l'époque Najat Vallaud-Belkacem à sortir un décret interdisant aux directeurs de thèse ou aux directeurs d'HDR d'être présents dans le jury lorsque leur étudiant était retenu à l'oral. Parce que jusque-là, ça me paraissait complètement normal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors après, j'étais quand même un peu dépité. Je suis parti 3 ans aux États-Unis, travailler dans des think tanks à Washington. Et franchement, avec le recul, je pense que j'aurais dû rester aux États-Unis. Ah oui. Allez, Frédéric est avec nous au 0826 300 300 de Toulouse. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs. Alors, ma vie étudiante a été assez courte, mais je crois me rappeler qu'il y avait le GUD, on nous surnommait d'ailleurs les rats noirs, et il y avait la LCR, et tout ça se parlait des fois un peu violemment, mais se parlait quand même. Donc, il y a toujours eu des syndicats étudiants. Excusez-moi, le GUD et le LCR, la LCR, c'est pas des syndicats étudiants. C'est des groupes politiques, mais c'est pas des syndicats. Il parlait du GUD, c'est pas l'UNI ensuite. Nous étions affiliés. Oui. Nous étions affiliés et véritablement, une partie portait la politique de gauche et une autre partie une vraie politique libérale. Alors, les dérives antisémites du GUD ont été là, voilà, mais il y a toujours eu, et il y aura toujours des syndicats étudiants de gauche et de droite. Les syndicats de droite sont minoritaires, comme toujours, plus, bien sûr, dans les facs de sociaux, ça fait aucun doute. Et voilà, mais trouvez-moi un prof non politisé. Ouais. Un étudiant non politisé. Alors, effectivement, il y en a. Emmanuel. Qui sont là qui sont là, mais il y a une partie des étudiants, quand on a l'exemple du Mirail à Toulouse, où il y a des réunions quasiment journalières avec des groupements palestiniens et qui sont soutenus par les filles. Oui, mais Frédéric, vous faites un constat, mais vous êtes pour ou contre finalement de ça? Moi, je suis pour.
D'accord, ok. Mais moi, je suis pour. Mais il pense que ça se fera pas. Allez, restez avec nous, Frédéric Emmanuel Abramovich. L'anecdote que vous racontez, monsieur, me rappelle une anecdote que m'avait racontée Franz-Olivier Gisbert lorsque nous parlions ensemble du déni et du journalisme. Et il me disait, voilà l'anecdote. J'étais à l'Assemblée nationale et je vois s'écharper ce traité de nom d'oiseau, un communiste et un type de droite. Robert-André Vivien et Louis Guessot, pour ne pas les citer. Jean-Claude Guessot, pardon. Respect à lui. Et très étonné, jeune journaliste que je suis, je les retrouve fraternellement unis à la buvette de l'Assemblée. Oui. Et je vais les voir tous les deux. Et tous les deux me font une réponse quasiment en canon qui est la suivante. Nous sommes séparés politiquement, mais nous avons le même amour de la France. Et je me demande si au sein de l'enseignement et dans d'autres éléments de notre démocratie, on manque d'amour de la France. On repart, ça fait beaucoup réagir au 0826 300 300. On était à Floirac, à côté de Bordeaux. On est parti à Toulouse, direction Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Et bon, on vous écoute. Moi, je voulais réagir sur le fait que le fait d'avoir une opinion politique, c'est propre à chacun et c'est naturel. Maintenant, il faut faire la distinction entre une faculté et une mosquée. Le rupture de la jeune, à mon avis, c'est plutôt à la mosquée qu'il faut demander d'avoir une salle et d'encadrer la chose plutôt que dans une fac, qui n'est pas du tout le lieu adapté. On est là pour apprendre des choses. On est là pour, effectivement, comme disait Xavier juste avant, qui a eu une élocution absolument magnifique sur le sujet. Et je pense que là où on a le droit d'avoir des opinions de pensée, et on n'a pas à critiquer les opinions de pensée, encore moins à empêcher quelqu'un de parler ou d'agir sous prétexte qu'on n'est pas d'accord avec lui, parce que ça devient de la dictature, ça devient de la tyrannie. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on parle tout le temps du fascisme, la montée du fascisme, mais moi, la montée du fascisme tel que il me fait peur, c'est vraiment de la gauche que ça vient et pas du tout de la droite. On peut discuter de tous les sujets du monde. Moi, je suis issu du monde socialiste, je suis très gauche. Mais je peux discuter très facilement avec des gens issus des franges les plus extrêmes de la droite, avec qui j'ai toujours eu des discussions très courtoises. Mais je me rends compte à gauche, dès qu'on dit des mots-clés comme problème sur l'islamisation, la façon dont se répand l'islam, la façon dont se répand l'immigration, alors tout de suite on est traité de facho, on est traité de raciste, de tout ce que tu veux, on ne peut même plus avoir de discussion. C'est devenu compliqué, ça devient une dictature, là, ça devient... on est vraiment dans 1984, quoi. Restez avec nous, Julien. Philippe Bilger. Mais nos auditeurs sont tout à fait passionnants dans leur point de vue contradictoire. Moi, je crois que la neutralité, elle peut être imposée au sein d'un espace universitaire à partir du moment où elle ne relève absolument pas d'une censure de la pensée politique. Chacun, évidemment, a le droit d'avoir une pensée politique, mais dans l'espace universitaire, on se contente de respecter les règles de l'enseignement. Fabrice Balanche, est-ce que vous êtes soutenu par vos collègues ? Et par la hiérarchie. Je suis soutenu par une partie de mes collègues, je suis évidemment soutenu par la hiérarchie, ils peuvent pas faire autrement de toute façon. Il faut dire que la présidente de l'université elle-même a été traitée d'islamophobe, de raciste par les mêmes individus, donc c'est quand même la moindre des choses. La suite c'est quoi ? Qu'est-ce qui va se passer pour ces élèves ? Déjà il faudrait pouvoir les identifier. Ils étaient cagoulés pour nombre d'entre eux, oui. On est quand même dans un campus ouvert aux 4 vents, un campus où il n'y a aucune caméra. Donc c'est très difficile de les identifier. Donc là, je vais porter plainte avec le soutien de l'université. Vous avez raison. Qui a fait un signalement au parquet. Et puis, mais il faut espérer que la police puisse les identifier, parce que sinon, ça sera une plainte contre X qui n'aboutira pas. C'est tout le problème. Xavier, un dernier mot peut-être, vous qui êtes un peu dans la partie, Xavier de Floirac, qui est avec nous. Moi, je suis outré par ce qui est arrivé à Monsieur Balanche, parce que c'est inadmissible que des étudiants, et d'ailleurs, est-ce qu'ils sont tous étudiants? C'est aussi une question qu'on peut poser. Oui. Ouais. Des militants extrémistes. Et le dernier mot pour régler le problème, c'est que on a affaire à un vrai problème ici en France et ailleurs dans le monde de polarisation extrême des opinions et de manque de nuances. Et quelles que soient nos opinions, quelles que soient les adhésions qu'on peut avoir à telle ou telle cause, il faut toujours le faire avec un certain respect, une certaine courtoisie et le respect notamment des différences. Et là, on a un problème par rapport à ça avec ces élèves qui sont des dingues. C'est des dingues. Oui. Voilà. Moi, quand je serai grande, je serai Xavier, ça c'est sûr. Je vous le dis tout de suite.
Fabrice Balanche, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps, notre soutien, hein, on peut dire que ça. Géographe, maître de conférence à l'université de Lyon 2 et auteur des leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. Et si vous avez besoin de nous, notre micro vous est ouvert. Absolument. Merci beaucoup. On garde Xavier parce que Xavier, vu comment il est balèze, je pense que derrière le qui c'est qui l'a dit, vous n'allez pas en marquer une seule. Excusez-moi, le qui c'est qui l'a dit. Je me demande si vous ne serez pas même en négatif. Il n'y a que les meilleures universités américaines qui le font, Berkeley, MIT, etc. Voilà, c'est intellectuel. C'est sûr que la cour d'école ici, ça va pas être folichon. Allez, à tout de suite, on revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais les amis, on vous souhaite la bienvenue dans cette dernière émission de la semaine avec un René Chiche qui est remonté sur un ressort qui est chaud comme une baraque à frites. Philippe Bilger est avec nous, Emmanuel Abramovitch aussi, et on a gardé Xavier pour notre plus grand plaisir. Mon cher Xavier, avec le parler, avec l'intelligence, je pense que ça va être le meilleur lancement de jingle de la Terre. Allez, ça nous donne le moral. Que d'éloges. Alors mes chers amis, la vie est un jeu, mais il faut savoir perdre. Bravo. Les vraies voix Sud Radio. Il est magnifique. Je pense que vous n'allez pas en marquer une seule, c'est en clair. Mais c'est dit avec élégance. Oui, c'est vrai. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Marine Le Pen et Donald Trump ont un point commun, ils insultent la justice. Xavier. Ça peut être Glucksmann. Non, c'est une femme. C'est une femme politique, mais qui est quand même un peu retirée de la politique, même si elle en fait toujours. Ouais, elle en parle souvent. Ségolène Royal. Bonne réponse, Ségolène Royal. Bon, je le donne à Emmanuel. Non. Il l'a dit en premier. Hein. Non, je le lui donne. Il l'a dit en premier. Il a dit Ségolène et il a dit Royal. J'ai décidé d'être gentil. Qui c'est qui l'a dit, Xavier? Il y a plus de défenseurs du Hamas à la France insoumise qu'à Gaza. Ça doit être le Rassemblement National. Non, allez, on va dire Jean. Non, c'est pas le RN. Un ex-président de région. Un ex-président de région et qui est président de groupe parlementaire. Alors, ça va, dites son nom aussi pendant que vous êtes. C'est Wauquiez. Votre réponse, Wauquiez. C'est les plus présidents. Laurent Wauquiez. Précisément, les plus présidents. Et alors de région. Un ancien. Ah oui, de région, vous avez raison. J'étais parti parce que depuis quelque temps, on quitte mes noms préférés. Non mais Philippe, vous avez dit une ânerie, ça peut arriver. Non. Face, qui c'est qui l'a dit? Face à Trump et Vance, qui veulent détruire l'Europe, on peut utiliser le bazooka en interdisant tout échange économique avec les États-Unis. Alors Xavier, il a fait de la politique, il a fait plein de choses. Des barricades. Et même des barricades. Attendez. Des barricades, c'est Cohn-Bendit. Bonne réponse de Xavier. Bravo. Facile. Qui c'est qui l'a dit sur la manifestation en soutien à Marine Le Pen? Ce n'est pas le moment de mettre en cause les fondements de notre démocratie. Xavier. C'est un ancien ministre de l'Intérieur. Et qui est toujours ministre, mais pas à l'intérieur. Valls. Bonne réponse de René Chiche. Qui c'est qui l'a dit? Je l'aurais bien dit. Bon, bref, libérer Marine Le Pen. Libérer Marine Le Pen. Ah oui, c'est Donald Trump. Bonne réponse de Xavier. Qui c'est qui l'a dit? Non, cher Donald Trump, Marine Le Pen n'est pas au-dessus des lois. Xavier. C'est une politique sportive. Oui, je sais qui c'est. Une politique qui est connue pour... Je laisse mon camarade René. Allez-y. Oui, c'est Manon Aubry. Bonne réponse de René Chiche. Merci Xavier. Avec plaisir. Qui c'est qui l'a dit sur les droits de douane US? La France va montrer les muscles, mais surtout l'Europe, c'est sa naïveté. Nous avons à protéger notre marché, à travailler ensemble. Xavier. Allez, Thierry Breton. Non, c'est une femme. Ministre, on l'a même eu dans les vraies voix. Plusieurs fois, ministre des... je sais qui c'est. derniers... Catherine Vautrin. Bonne réponse en même temps que Xavier. C'est Xavier. On va le donner à Xavier. C'est Xavier. Je crois qu'il avait... Non, pardon. Eh bien, écoutez, match nul parfait entre Xavier et René Chiche. Emmanuel Abramovitch a marqué 3 points. Pas mal. Quant à Philippe Bilger... Attendez, on va faire un retourné de tête en regardant Philippe Bilger. Oh là là. Et que s'est-il passé, Quant à Philippe Bilger... Non, mais...
Je vous ai déjà dit qu'une manière de décrédibiliser les vainqueurs, c'est de rien dire. Mais alors, vous voyez, je me dis qu'il était prémonitoire, Cécile, en début d'émission, quand il disait qu'il était très limité. Là, on en a la preuve. Et surtout, Xavier l'avait annoncé dans son lancement de jingle. Xavier, vous avez été formidable, on a adoré. Bravo. Merci beaucoup, passez un bon week-end et vous revenez quand vous voulez. Il y a une place ici, chez vous. Vous serez chez vous. C'est super, à bientôt, merci. À bientôt, passez un très bon week-end. Allez, dans un instant, le journal et puis la météo. Et j'espère qu'elle sera bonne de gens que de qui? Let's go to Maryland. Ça n'a rien à voir avec ce que Non, mais j'ai fait exprès de répondre à côté comme c'était mon coup de gueule. Le coup de gueule de Philippe David dans un instant, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est une cour d'école très dissipée aujourd'hui. Et vous vous demandez pourquoi. Et pourquoi? Parce que René Chiche est là, c'est tout. Je vous dis, rédacteur en chef du groupe Entreprendre. Mais je suis ravi de vous voir. Moi aussi. J'avais pas pu venir la semaine dernière parce que j'étais un peu occupé. Je vous remercie pour l'ensemble de votre carrière, bien sûr. Parce que j'avais un peu de linge la semaine dernière à faire. C'est ça. Je sais. Parce que aussi des courses à faire à l'hypermarché. C'est comme le linge, vous repasserez la semaine prochaine. Et puis aussi, j'avais un rendez-vous important. Je vais changer de matelas. D'accord, oui. Donc tout ça fait que je n'ai pas pu venir. Le linge, pour qui, René? Vous savez quoi? J'en parlerai à mon cheval, il a l'oreille dans le plat. Emmanuel Abramovitch. Emmanuel. Bien sûr, Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et l'auteur, j'adore dire l'auteur, Philippe Bilger. Ah oui, ça change tout. Me Too Much, aux éditions Héliopole et Philippe David, bien entendu. Allez, au 0826 300 300, vous nous laissez énormément de messages sur notre répondeur, nous les écoutons et on vous permet de les dire en direct avec Sylvie qui est avec nous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Eh bien, on vous écoute. Eh bien, moi, mon coup de gueule, c'est que je suis absolument écœurée de cette justice du deux poids, deux mesures dans notre société, qui est toujours très prompte à agir quand on est de droite et totalement laxiste le reste du temps, voire inexistante. On peut parler de Schiappa, Colère, McKinsey, voilà. C'est une gauche haineuse et qui méprise vraiment le peuple par tous les moyens. Voilà, et qui est en droite lignée de toute cette politique mondialiste qui lutte contre les peuples de toutes les manières possibles et inimaginables. Voilà. On va faire réagir les vrais voix. Philippe Bilger, est-ce que si vous êtes prévenu sur un procès politique que vous êtes de gauche ou de droite, vous êtes jugé de la même manière ou pas? C'est ce que dit Sylvie, elle pense que c'est pas le cas. Moi j'espère que c'est le cas, mais Sylvie, avec beaucoup d'intelligence, mêle tout de même des affaires qui ont été jugées et d'autres qui sont encore en cours. Oui. Donc il ne faut pas désespérer. Alexis Colère, qui est un ami de mon ami René, a une procédure à l'heure actuelle contre lui, mais peut-être a-t-elle raison. Les gens de droite en général, et un récent exemple tout l'a démontré, ne sont pas en odeur de sainteté judiciaire. Non mais d'abord, Alexis Colère n'est pas du tout un ami, c'est quelqu'un que j'ai croisé. Pas un ami. Oui, mais il a été ébloui. Mais vous n'avez pas croisé le fer. Non. Et je ne suis pas non plus d'accord que... Et vous n'êtes jamais d'accord moi, je suis là pour ne pas être d'accord. D'accord. Donc je ne suis pas d'accord lorsque notre charmante auditrice dit que ce sont uniquement des gens de droite, en gros, qui sont condamnés. Non, c'est pas le cas du tout. Vous avez récemment, même s'il a en plus... Il a en plus été, non pas relaxé, mais par exemple, Olivier Dussopt, c'est quelqu'un de gauche, il avait été condamné au départ, en tant que ministre. Il a été condamné. Il y a eu plein de gens de gauche qui ont été condamnés. Jérôme Cahuzac, Thomas Thévenoud, Edmond Hervé dans le passé aussi, Jacques Mélic. Edmond Hervé, il avait eu vraiment une peine de principe dans l'affaire du Jacques Mélic, il a été condamné. Vous remontez loin quand même. Mais il y en a pas mal quand t'es condamné. Et après, je vais pas ouvrir le débat, c'est trop long. Sur la politique. Il faut aller à l'essentiel. Moi, je suis du côté de Sylvie et je vais étayer son propos. Oui. Très rapidement. La justice a porté atteinte à la bonne marche d'une élection présidentielle, une fois avec Sarkozy, une deuxième fois avec Fillon. Avec Sarkozy. Cahuzac, oui, absolument. Sarkozy a été sorti du jeu électoral par des accusations judiciaires. Excusez-moi, il a perdu la primaire en 2000, je sais pas combien. Non, c'était en 2000. Non, mais là, vous devez parler de 2012. Absolument. Les amis, on y va. Et donc, je voudrais compléter la liste et dire qu'effectivement, Cahuzac, qui a détourné plus d'argent que Balkany et que tout le monde, a été moins condamné, n'a par exemple pas fait de prison. Et oui, on peut s'interroger sur le fait que la politique s'investit
s'invite maintenant dans la justice et c'est dangereux pour notre démocratie. Allez, merci beaucoup Sylvie pour votre message. Vous restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quand vous avez autour de cette table des vraies voix qui d'habitude échangent sur des sujets passionnants, intéressants, sur l'actualité, sur la politique, et tout à coup ça parle de saucisses depuis 10 minutes, moi je me dis... On est peut-être déjà en week-end. C'est la culture. Oui, ça c'est la culture. Mais c'est la culture, c'est la gastronomie française. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Philippe Bilger, René Chiche, Emmanuel Abramovitch sont avec nous aujourd'hui et on est très contents. En attendant, Félix Mathieu qui va arriver dans quelques instants, et Philippe David va râler. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui est très grand puisqu'il s'agit de Baltimore dans le Maryland aux États-Unis. Pourquoi Baltimore ? Parce que c'est là que se trouve l'université du Maryland et qu'une vidéo d'une compétition universitaire d'escrime qui n'est pourtant pas le sport le plus médiatique aux USA, a fait le buzz. Pourtant, cette vidéo ne montre pas un assaut magnifique, que ce soit au sabre, à l'épée ou au fleuret, mais une escrimeuse nommée Stephanie Turner qui met un genou à terre pour abandonner. Une Stephanie Turner qui n'abandonne pas sur blessure, mais parce que son adversaire du Wagner College avec l'accent, Redmond Sullivan, est un homme trans qui concourait encore dans l'équipe masculine de son université en décembre dernier. Un genou à terre qui a valu exclusion de la compétition à Stephanie Turner, puisque le règlement de USA Fencing, la fédération américaine d'escrime, permet depuis 2023 la participation des athlètes transgenres et non-binaires dans les compétitions. Et je ne comprends pas comment on peut pondre des règlements aussi stupides, la compétition entre un homme et une femme biologique étant déloyale, alors qu'on peut disqualifier un boxeur ou un judoka qui dépasse de 100 grammes sur la balance le poids de sa catégorie, alors que le combat serait beaucoup plus équitable. Une stupidité qui conduira peut-être un jour à un drame, quand on se souvient du combat de MMA entre la Française Céline Provost et Alana McLaughlin, ancien sergent dans les forces spéciales américaines et par ailleurs trans, la Française s'était fait démolir, il n'y a pas d'autre mot, sur l'autel du progressisme, dans un combat qui aurait pu tourner au drame, c'était en 2021. Alors soutien à Stephanie Turner et message subliminal à Donald Trump, avec qui je suis loin d'être d'ailleurs d'accord sur tout, sur le wokisme, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, Mr. President. Il devrait s'occuper du sport, vous avez totalement raison. Là, c'est un scandale, franchement, qu'on permette ça, c'est inimaginable. Quand vous voyez le gabarit, c'est pas les mêmes. C'est comme si vous deviez entrer en compétition avec René Chiche sur un ring intellectuel. Non, mais ce qui est encore plus dingue, et là je me permets d'intervenir, c'est que cette jeune femme qui a travaillé pour ce sport et qui, pour des raisons qui sont claires, de dire qu'on a la puissance de ex-garçon, en tout cas face à elle, c'est tout à fait une inégalité absolue. Vous savez quoi, Philippe ? Absolument. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour une fois. Ah bah oui. Non, mais sérieusement, c'est aberrant ce genre de situation. Je comprends pas que les fédérations ne maîtrisent pas mieux ce genre de la fédération américaine en 2023 a dit c'est bon pour tout le monde. Mais après, je comprendrais qu'ils continuent de concourir avec les hommes en disant je suis devenue une femme. Bien sûr, voilà, là il n'y a aucun problème. Les fédérations ont peur. En boxe, on met pas un poids mouche avec un poids lourd. Bien sûr. Faut être sérieux. Mais d'ailleurs, excusez-moi une petite parenthèse. Aux Jeux Olympiques, il n'y a pas eu un problème là? C'est ça, hein? Mais c'était un homme qui a été médaillé. C'est ça, d'accord, oui. Emmanuel Abramovitch, un mot. Vous êtes d'accord avec moi? Toujours. Bah c'est parfait. Voilà. Bon, ça rendra très discutable vos appréciations. Je sens qu'il y a une mallette de dessous de table, là, c'est fou. Allez, merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et le Zizi Challenge inquiète la police. Oui, sujet très grave, beaucoup plus sérieux qu'il n'en a l'air. Car oui, l'idée de photographier son anatomie masculine, c'est pas forcément nouveau. Ça porte même un nom depuis des années, une dick pic. C'est un ami qui me l'a dit tout à l'heure, un ami qui s'appelle Philippe. Ah oui. Tu veux mon Zizi? Oui, une dick pic pour ce qui est des photos. Voilà. Sauf que la différence, c'est que là, pour le coup, et je redeviens un peu plus sérieux, la différence, c'est que ce Zizi Challenge, c'est non seulement des vidéos, pas des photos, mais surtout, ça s'adresse, et c'est là le problème, à des mineurs. Et ça, c'est suffisamment inquiétant, figurez-vous, quand même, pour que la police nationale ait fait le choix d'y consacrer une vidéo sur les réseaux sociaux. Vous nous avez adressé de nombreux signalements
à propos d'un nouveau challenge circulant sur les réseaux sociaux. Adressé à de jeunes garçons, il s'agit de les inciter à exhiber leur anatomie intime dans des vidéos publiées ensuite sur YouTube. Ces concours, appelés Zizi Challenge ou Maillot Challenge, sont un réel danger pour les enfants. Non seulement ils les poussent à matérialiser une infraction, celle de diffusion d'une image à caractère pornographique d'un mineur de 15 ans, mais encore, ils attirent à eux des profils de pédocriminels prédateurs qui sont susceptibles de vouloir rentrer en contact avec l'enfant et obtenir des contenus supplémentaires, exercer un chantage ou obtenir son adresse. La police qui en appelle donc à protéger ses enfants en les accompagnant sur le numérique, pour ne pas dire en les restreignant s'il le faut, d'autant que si la publication a été postée depuis l'appareil d'un adulte, les parents par exemple, eh bien ceux-ci peuvent être mis en cause comme si c'était eux finalement qui l'avaient posté. Il va y avoir une enquête. Bien souvent ces vidéos détectées automatiquement sont heureusement supprimées assez vite par les plateformes, par YouTube notamment. Le problème c'est aussi que ces contenus polluent les services de police anti-pédocriminalité qui sont déjà débordés et qui se retrouvent un peu à devoir chercher à distinguer en tout cas les cas les plus graves où un adulte serait impliqué et puis les autres, les cas d'un ado un peu inspiré qui aurait fait ça pour amuser la galerie, ce qui peut même dans ce dernier cas, vous l'avez sans doute compris, entraîner des conséquences graves, on l'entendait. Philippe Bilger. Je suis persuadé que Morandini n'est pas derrière tout ça. Ok. Bon, c'est pas très original ce que je vais dire. C'est les dérives du numérique, mais moi, ça me rappelle quelque chose. J'ai lu un reportage en Thaïlande où c'est carrément des films pornographiques tournés par des enfants de 9 et 10 ans. C'est effrayant, c'est effrayant. Quelle horreur. Donc ça rejoint un petit peu ce que votre excellente rubrique, Félix. Ça date de quand? C'est tout récent. C'est tout récent. La police vient de publier cet appel sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, les ados, ils croient que c'est un peu potache, ils croient que c'est drôle et sans conséquence. Non mais c'est terrible. 2 remarques très rapides. D'abord, il me semble avoir compris qu'en Chine et en Iran, quand on veut bloquer un contenu, on sait le faire. Deuxièmement, la justice a le droit de s'auto-saisir peut-être et d'être en avance justement pour protéger le net. Et si nous avions une autorité capable d'exercer sur le net en fonction d'un cahier des charges bien établi, adopté par un panel de députés, de sénateurs, d'intellectuels, alors là, nous pourrions aussi protéger notre jeunesse de contenus qui viennent maintenant de toutes parts et qui, par la multitude des canaux, arrivent à des jeunes de plus en plus jeunes. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger. Je vais parler de Jordan Bardella. René Chiche. Je vais parler de Donald Trump. Emmanuel Abramovitch. Pourquoi et comment l'Iran sera bombardé? On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec Philippe David et avec toute l'équipe, puisque Philippe Bilger fait partie de l'équipe. Il est là tous les jours, donc c'est plus un duo, c'est un trio. C'est le bonheur, quoi. Vous êtes ici, lui. Parfois, je suis abandonné dans le jeu. Je n'ai pas oublié. Aujourd'hui, à 0 point, vous avez été plus qu'abandonné. Ce fut un naufrage. Non, mais là, j'ai jeté l'éponge. C'est pas pareil. Mais il a jeté l'éponge parce qu'il voulait. Non, parce que Lyon. Quel panache. C'est important de le dire. J'ai échappé à des fraudes. Voilà, c'est ça. Les doigts ne sont passés, vous inquiétez pas. Emmanuel Abramovitch, autour de cette table, 0826 300 300. Vous savez que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. On est ravis de vous accueillir. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais on est chez les fous, là. Vous avez 2 méthodes de pompage. Ah, d'accord. Vous pompez la chaleur qui est dégagée. Ah oui. J'ai chaud, je ne me sens pas très bien. Vous pompez, vous faites de la chaleur l'hiver. Mais d'abord, il fait pas si froid que ça. Elle est en permanence mal interprétée. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger. Affligeant. Non. Mon Dieu. Philippe Bilger, vous voulez parler de Jordan Bardella hier soir sur LCI pour 2027. J'ai regardé l'émission d'hier soir et j'ai été frappé par 2 choses. Jordan Bardella a des facultés intellectuelles, je ne les dénie pas, mais je sens que lorsqu'il est véritablement questionné vigoureusement, qu'on le sort du champ qu'il a préparé, il a du mal
alors à inventer des répliques et à ne pas tourner un peu en rond. Ça, c'est la première observation. La seconde me semble plus intéressante parce qu'elle est incontestable. On demande à la fin de l'émission la perception des citoyens sur le futur de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, et c'était exactement le même pour 2027. Alors c'est à la fois rassurant pour Marine Le Pen et d'une certaine manière un peu troublant tout de même. René Chiche. Moi, j'ai toujours considéré Jordan Bardella comme un produit marketing, un produit d'appel pour séduire les jeunes et les gens aussi. En même temps, un peu les personnes âgées aussi, parce qu'il a un côté bon chic, bon genre garçon bien élevé. Mais personnellement, je ne lui trouve aucune capacité politique. C'est le protégé de Marine Le Pen qui l'a placé là. Comme Marine Le Pen avait été placée par son père à la tête du parti, Marine Le Pen lui a donné le parti. Voilà, c'est tout. Moi, je m'accorde. Vous voyez, quand j'écoute Jordan Bardella, pour moi, c'est totalement insipide. Et ce que vous avez dit, dès qu'il est un petit peu décontenancé, etc., effectivement, on se rend compte qu'il n'est pas d'une très grande... qu'il a plutôt d'une pauvreté, je trouve, intellectuelle. Vraiment, il ne me convainc jamais, ce monsieur. Maintenant, c'est mon opinion. Hein. Emmanuel Abramovich. C'est pour ça que vous êtes là. Je pense que son intelligence et sa connaissance de la France l'a projeté là où il est. C'est pas un hasard. Maintenant qu'il lui reste des choses à apprendre et une capacité de réplique à constituer des arguments rapidement dans un format qui est le nôtre de plus en plus stressant, ça s'apprend. Il faut un petit peu de temps. On peut pas tout de suite juger quelqu'un qui est arrivé en politique récemment et de lui demander d'être à l'égal des professionnels qui pratiquent depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc laissons le fruit mûrir. Je trouve très intéressant dans le sondage que vous avez évoqué que on soit ouvert à un renouvellement générationnel à la tête de ce parti. Je trouve que c'est très intéressant. Je ne sais pas si tous les partis sont capables de le faire de la même façon. Demandez à LFI qui le mettrait à la place de Mélenchon, ils n'oseront même pas prononcer un prénom. Alors là, je trouve que c'est intéressant quand même d'ouverture. Exactement, autant de pour que de contre. Très intéressant. René Chiche, le rêve de Donald Trump pour rentrer dans l'histoire. Voilà, alors moi il m'étonnera toujours Donald Trump. Je peux pas dire que je l'apprécie énormément, mais enfin quand même il a des bons côtés. Par exemple, vous savez que son rêve maintenant, c'est d'entrer dans l'histoire en devenant le 5e président à avoir son visage sculpté dans le fameux Mont Rushmore. Je sais pas si vous y avez été, j'y suis allé dans le Dakota du Sud, c'est extraordinaire. Enfin c'est impressionnant à regarder. Donc il veut absolument, il a une admiration pour ce mont, il veut absolument être à côté de Jefferson, Washington, il y a qui Lincoln et Theodore Roosevelt. Oui, Theodore Roosevelt, crois, voilà, exactement. Et donc il a carrément commandité, j'ai lu ça dans la presse américaine, il a carrément commandité à une élue républicaine de l'État de Floride de faire une proposition de loi demandant à ce que Donald Trump soit de son vivant sculpté dans la roche du Mont Rushmore. Donc c'est quand même incroyable d'imaginer en France un président qui demanderait à une élue de faire quelque chose. Sa statue, par exemple. Absolument. Et donc, parce qu'il a une véritable... Contrairement aux autres présidents américains qui eux, ont toujours détesté ce Mont Rushmore, que ce soit George Bush, Clinton, qui n'y sont même jamais allés, alors que Trump a effectué une visite, mais vraiment une visite de véritable fan, en 2020. Donc, en plus, ça correspond tout à fait un petit peu à la vision de ces sculptures, parce que le sculpteur, qui j'ai oublié son nom, là, qui était un sculpteur dans les années 1920-1940, avait voulu faire ces sculptures pour les bâtisseurs de l'Amérique. Vous voyez, chaque président ayant une identité propre dans la façon d'être un personnage de l'Amérique. Et c'est vrai que Trump correspond un petit peu à ce concept, puisqu'il veut un petit peu maintenant développer l'Amérique, puisqu'il a des vues sur le Canada, sur le Groenland, sur le canal du Panama. Et donc, son objectif, je crois même que s'il peut y arriver avant la fin de son mandat... C'est pas fait pour l'instant. Non, c'est pas fait, mais c'est quand même une de ses ambitions. Philippe Bilger. La seule constance de Trump, c'est la surprise et l'étonnement qu'il suscite. Oui, c'est vrai. Vous avez totalement raison. Absolument, oui. Et je trouve qu'il y a un côté en même temps à la fois dérisoire, mais en même temps sympathique. Ce président de la puissance la plus grande du monde aujourd'hui, qui veut absolument que son et qui a demandé à une de ses élus, elle s'appelle Ana Luna, je crois, de la Floride, de faire une proposition de loi pour cela, qui va être débattue prochainement. C'est quand même un truc incroyable, quoi. On ne modifie pas un monument historique. Donc je ne comprends pas qu'un grand esprit comme le vôtre, mon cher ami, se
prennent du temps pour évoquer quelque chose qui n'aboutira jamais. Ah non, c'est pas sûr. Ah non, c'est pas sûr du tout ça. Ah non, pas du tout. Vous trompez, Manuel. Alors mais vous avez trompez raison. Complètement. Je vais faire une demande pour que mon visage soit sculpté sur le fronton face Champs-Élysées de l'Arc de Triomphe. Mais non, mais vous êtes pas un président. Vous êtes aucun rapport. On vous parle du Mont Rochemort. C'est un monument historique. Mais oui, mais bien sûr. Mais s'ils veulent, ils peuvent trouver la place de mettre le visage, la sculpture de Donald Trump. Bien sûr que si, non, je vous promets. Hein. Mais si. Je crains, Emmanuel, que ce soit possible. Mais je vous jure que c'est possible. Dans la gravité des situations mondiales françaises, européennes que nous traversons, je suis désolé, mais j'ai l'impression de voir une bulle de Perrier monter à la surface. Ça va pas être fait. Il a 2 mains. Vous n'avez pas compris, je crois. Si, j'ai très bien compris. On va lui envoyer un petit maillet avec un petit marteau. Emmanuel Abramovich. Un marteau. Pourquoi et comment l'Iran sera bombardé? L'Iran sera bombardé pour une multitude de raisons en réalité. La première, c'est qu'elle met en danger la région au travers de l'Irak, au travers de la Syrie, au travers du Liban. Nous le savons comment. C'est la déstabilisation des systèmes politiques en place. C'est le financement, la rémunération de groupes armés tels que notamment le Hezbollah, qui sont guerriers, actifs pour détruire les gouvernements en place, les régimes, mais aussi rémunérés pour faire des trafics tels que vendre sur le marché noir le pétrole iranien ou faire transiter les armes et les missiles. Donc, cette raison-là se suffit déjà par elle-même. Il y a un autre élément, c'est que nous ne pouvons pas laisser à ce pays qui a déstabilisé l'Iran, qui a déstabilisé l'Irak, la Syrie, le Liban et maintenant le Yémen, continuer son sale travail, parce que sinon nous risquons un conflit cataclysmique. Merci. Enfin, il faut pas oublier que, comme vous détestez Trump, alors je vais vous dire que j'ai une petite dent contre notre ami Obama. Dans les accords qui ont permis de calmer les velléités nucléaires, il n'a pas été mentionné dans cet accord d'interdire la capacité de l'Iran à construire des vecteurs. Les vecteurs, ce sont les missiles dans lesquels on peut mettre toutes sortes de choses, y compris des têtes nucléaires. Et comme l'Iran a continué de travailler sur ces vecteurs, eh bien aujourd'hui ils ont des vecteurs qui sont capables d'emmener des têtes nucléaires ou des missiles hyper puissants à 2500, 3000 km. Ça veut dire que nous, maintenant, l'Europe, sommes à portée de missiles iraniens. Et enfin, le dernier point qui me fait dire que l'Iran sera bombardé, c'est que, contrairement à ce que pensent beaucoup, Trump a de la suite dans les idées. Et il a construit lors de son premier mandat quelque chose qui s'appelle les accords d'Abraham et qui tient toujours. Et il y a un pays qui attend très patiemment, c'est l'Arabie Saoudite. Et on ne peut pas imaginer l'Arabie Saoudite entrer dans les accords d'Abraham et lever le doigt immédiatement en disant, puisque l'Iran a une capacité nucléaire, j'en veux une aussi. Pour couper cet argument, il faut détruire les capacités nucléaires militaires iraniennes de façon à ce que l'Arabie Saoudite ne puisse pas les revendiquer aussi. Philippe Bilger. Vous êtes très clair et je ne sais... Alors, Emmanuel, êtes-vous sûr que véritablement Donald Trump fera ce que vous venez d'annoncer? Alors, je le pense vraiment. Il a menacé de bombarder. Allez, Alors, j'en veux pour élément. Je réponds très rapidement à Philippe. Je réponds très rapidement à Philippe. Donc, d'abord, l'envoi de nouveaux matériels, porte-avions, etc., se place là. Les accords signés à partir des bases et des pays qui hébergent les bases sont là pour l'affirmer. Allez. Bon, alors rapidement, je ne déteste pas Donald Trump. Et deuxièmement, je ne suis pas aussi catégorique que vous, Emmanuel, pour le fait que l'Iran va être bombardé. C'est beaucoup compliqué qu'on ne croit. Même les services israéliens disent que c'est beaucoup compliqué. Par contre, ce qui est sûr, et je terminerai vite, c'est qu'il y a une opération qui est préparée. Mais entre ce que Donald Trump dit et ce que Donald Trump fait, eh bien, il y a souvent une grande différence. Ah oui, je peux pas dire comment. Alors. Non, déjà, vous avez parlé 5 minutes. Si vous avez parlé longtemps. Et on a passé le temps. En fait, vous n'avez pas fait un petit truc, vous avez fait une conférence. Donc, voilà, c'est déjà beaucoup. Passionnant. Mais malheureusement, il faut aussi un temps de réponse. Comment je sais, je suis désolée. Le modus operandi, il est
déjà prévu, il faut pas croire. Contrairement à ce que tu dis. Non, mais je le sais. Vous le direz l'année prochaine. Non, ça va. Oh, ça va. Je connais aussi la situation. Allez, restez avec nous, les amis, parce que là, il y a la pub qui va arriver dans un instant. LFI et les écologistes appellent à manifester contre l'extrême droite en réponse au RN après la condamnation de Marine Le Pen. Alors parlons vrai. Est-ce que la contre-manif EELV écologiste symbolise la radicalisation des esprits? À cette question, RN et LFI manifestent dimanche. La politique se fait-elle dans la rue? Vous dites non à 55%. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où là au moins on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe Bilger, René Chiche, Emmanuel Abramovitch, les vraies voix tous les jours de 17h à 19h pour le tour de table de l'actu de nos vraies voix il y a quelques instants. En attendant, c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les gens oublient vraiment que le danger c'est l'extrême droite, on le voit par ailleurs en Italie actuellement et dans plusieurs autres pays, en Argentine ce qui se passe, et donc c'est très important pour nous d'être là aujourd'hui pour ne pas justement laisser notre pays tomber aux mains des fachos. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre cette extrême droite-là et ce qu'aurait été Jean-Marie Le Pen? Il n'y a pas de différence. Et ce n'est pas parce que M. Bardella a une tête de gendre idéal et qu'il, se présente en TikToker sympathique que, en réalité, nous ne sommes pas face à un camp de la violence. La France Insoumise et les écologistes appellent à un rassemblement contre l'extrême droite dimanche à Paris. Manifestation en forme de riposte à celle du Rassemblement national après la condamnation de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Alors parlons vrai. Est-ce que les manifs de dimanche ne sont pas quelque part contre-productives? Et à cette question, RN et LFI manifestent dimanche. La politique se fait-elle dans la rue? Vous dites non à 55%. Vous voulez réagir? Zach et les vraies voix attendent vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger. On peut discuter le fait que le RN ait maintenu sa manifestation malgré l'accélération de l'appel été 2026. Mais après tout, on peut comprendre qu'initialement, il l'ait voulu à partir du moment où il la souhaitait pacifique. Deuxième observation, les écologistes et LFI m'amusent, si j'ose dire, lorsqu'ils mettent en cause cette manifestation, la leur n'est pas plus plausible ni crédible. Et troisième élément, et là je suis heureux de voir l'extrême gauche se diviser, les socialistes et le Parti communiste refusent d'y participer. C'est un motif d'espoir. Absolument. Alors moi, je trouve que il y a une erreur, à mon avis, une erreur politique, c'est la manifestation du Rassemblement national. Je trouve qu'ils font une erreur. Ils n'auraient pas dû organiser ce rassemblement, non pas pour être anti-RN, pas du tout, mais je trouve qu'une fois que la décision de l'appel a été entérinée, je trouve que Marine Le Pen aurait eu beau jeu, justement, de dire, j'accepte la décision de la justice, j'irai en appel. En plus, on lui a accordé un délai quand même qui est un petit peu exceptionnel par rapport à d'autres affaires. Ah oui. Non, c'est vrai. Donc, je trouve qu'ils ont fait une erreur politique. Et alors, par contre, ensuite, le contre-rassemblement de LFI et des écolos, alors là, par contre, je le déplore, je le condamne, je trouve que c'est un mauvais jeu politicien qui n'a rien à voir et qui est même une expression antidémocratique. En fait, il manifeste contre l'expression démocratique du RN, dont je ne partage pas les idées, mais je trouve que cette manifestation de LFI n'a rien à faire le même jour, 2 heures avant, c'est déplorable. Il y a celle de Gabriel Attal aussi. C'est pas une manifestation, c'est un meeting. C'était déjà prévu. Oui, mais ils ont changé leurs affiches. Oui, ils ont changé les affiches, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je pense que le Rassemblement national a pris un risque parce que annoncer une manifestation à l'échelle nationale comme ça, ils sont, avec guillemets bien sûr, condamnés au succès. Sinon, il y aura beaucoup de commentaires et un risque de baisse de morale. Mais ça a un certain panache parce que moi, ça me rappelle que quand un certain général de Gaulle s'est retrouvé en difficulté, il y a des gens comme Malraux et d'autres qui sont descendus. La comparaison est osée, mon cher Emmanuel. Et donc, quand on a une partie du peuple derrière soi, eh bien, il est temps de vérifier à quel point on est vous n'allez pas comparer la manifestation du général de Gaulle avec ce
rassemblement de soutien finalement à Marine Le Pen, d'ailleurs, qui n'aurait pas dû avoir lieu tout simplement. Je suis désolé. Je regrette la décision de la... Il n'y a pas lieu d'être de faire ce rassemblement. C'est une erreur en plus politique. Je ne vous ai pas interrompu, mon cher ami. Parce que ça a un risque quand même dans l'opinion. Je ne vous ai pas interrompu. Ça, c'est pas bien, ça. Pardon. C'est pas une bonne pratique de l'exercice que d'interrompre la personne avec qui l'on n'est pas d'accord. Donc, j'ai dit ces 2 points-là. Maintenant, il y a une obligation de succès. Et enfin, la réaction de l'extrême gauche préfigure ce que pourrait être la guerre civile au lendemain d'une éventuelle victoire cinglante de camp de Marine Le Pen à des présidentielles, c'est-à-dire une France qui se divise radicalement et qui va s'affronter dans la rue. Et puis enfin, c'est très pernicieux, mais cette façon de dire on va essayer de faire interdire le rassemblement la manifestation du Rassemblement national en suscitant un risque de trouble à l'ordre public, ça c'est une méthode, un piège dans lequel évidemment le préfet et le ministre de l'Intérieur ne doivent pas tomber, et c'est très triste pour le niveau de la politique française. Rappelons quand même que ni le PS ni le PC ne seulement avec la France. Et on peut craindre évidemment que les troubles viennent de l'extérieur. Oui, notamment avec les Black Blocs, les Antifa, etc. Exactement. C'est ça. Donc les fauteurs de troubles sont toujours les mêmes, et le lundi ils appellent à l'antisémitisme, et le mardi ils veulent dénoncer d'autres antisémites que eux. Il y a quelque chose qui ne va plus du tout à gauche. Mon cher Emmanuel, excusez-moi si je vous ai un petit peu gêné en vous interrompant, mais je voulais pas le faire du tout. C'est le jeu du débat. Exactement. Mais sur le côté panache, bon, je suis pas vraiment d'accord avec vous, mais vous pensez pas qu'en termes de stratégie politique, vous pensez pas que c'est quand même une erreur? Ouais, c'est une erreur. Je trouve pas du tout, mon cher ami, parce que l'appel ne veut pas dire que ce qui a été envisagé comme peine sera annulé. Ils sont toujours là pour s'élever contre la décision. Emmanuel, vous n'avez pas compris sa question. Ce qui veut dire, imaginons que des Black Blocs viennent et pourrissent la manifestation du RN. La gauche dira, vous voyez, c'est des groupes d'extrême droite violents qui ont tout cassé. Donc c'est une erreur. Donc il y a quand même un gros risque de maintenir risque et erreur, Philippe. Mais parce que vous ne voulez pas anticiper que le RN aura peut-être un service d'ordre qui protégera sa manifestation des Black Blocs. Après, le deuxième point aussi, c'est peut-être qu'il va y avoir du comptage, de toute façon, entre tous ces manifestations et ces rassemblements à Paris. Et là, on verra si la mobilisation du Rassemblement national est suffisante, parce que ça va être aussi C'est pour ça que je dis que c'était un pari très intéressant, parce que ça leur permettra de voir. Absolument. C'est ce que vous dites. C'est ce que je dis aussi. Oui, c'est vrai. Il y a un peu de panache, Emmanuel, tout de même, parce que l'essentiel pour le RN, ça n'est pas de valider cette accélération de la procédure d'appel, c'est qu'il conteste, et sans doute a-t-il tort, ça va lui créer des problèmes en 2026, il conteste le fond de la décision, et donc il manifeste. Absolument. Et ils ont le droit de le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le RN, a une petite victoire politique, puisqu'il divise encore plus la gauche, l'extrême gauche, puisque le Parti communiste et le PS n'y vont pas. Donc finalement, tout en ayant un peu de panache, mais c'est ce qui reste pour moi une erreur, c'est une erreur, il divise encore plus la gauche. Mais on n'est pas loin du téléprix qu'il croyait prendre, que l'on a constaté aussi dans l'affaire Hanouna. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, ça pourrait... On espère surtout qu'il n'y aura pas d'incident physique, de casse de voiture, comme il y en a souvent les manifs, de vitrines. Mais est-ce que quelque part, pour y revenir, on n'aurait pas dû, sachant qu'il y avait la manif du RN qui était prévue, même si c'est à l'autre bout de Paris, à un côté c'est pas loin des Invalides, de l'autre il y a quand même 3-4 bons kilomètres, ça aurait pas été mieux de la part des autorités de dire écoutez, vous manifesterez, mais dimanche prochain par exemple? Ça aurait été un peu difficile. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'avait pas le choix de ne pas valider les deux. Finalement, c'est ce qu'a dit Bruno Retailleau. On va mettre en œuvre un appareil extrêmement impressionnant. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Philippe Bilger. En tout cas, merci René Chiche, merci Emmanuel Abramovitch. Merci à vous trois. Puisque nous sommes attendus, nous sommes attendus par notre ami Alexandre Priam. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Alexandre. Salut les vrais voix. Et il a déjà ses crampons, Alexandre Priam. Et puis alors Alexandre Priam, le rugby étant joué avant tout par les anglo-saxons, ce qui est surprenant, c'est que son accent anglais est moins bon que celui de Philippe Bilger. Oui, c'est fou. Comme on a pu le juger il n'y a pas longtemps. Je ne te permets pas. Ah bah attends, t'as pas entendu Philippe Bilger parler c'est indiscutable. Même il parle moins bien anglais que Donald Trump, c'est pour vous dire. Ah oui. Au menu des vraies voix, Alexandre Priam.
Bah, au menu des vraies voix, c'est à toi de me le dire. Par contre, au menu du rugby, je peux te le donner. La Pro D2 ce soir. C'est la vieillesse. Ah oui, le Calvados, c'est la vieillesse, je crois, effectivement. La Séville 82 qui revient pour Philippe David. Mais de la Pro D2 évidemment ce soir, et puis surtout le grand début des 8e de finale de Champions Cup avec Clermont du côté de Northampton. On vivra tout ça sur Sud Radio jusqu'à 23h. Ah bah ça fait plaisir et on sera là bien entendu. Merci beaucoup. Merci Maxime, merci Zach, merci Justine, merci beaucoup Nelly et Félix Mathieu, et merci à vous trois d'avoir passé ce moment avec nous. Merci Philippe David. On se retrouve lundi. Bah absolument. Avec un immense plaisir. Bah si vous me demandez gentiment, je reviens moi. Oh bah je vous demande gentiment. C'est assez gentil ou faut que j'en fasse un peu plus? Non, faudra faire un peu plus quand même. Si vous pourriez avoir la sublime intention de revenir lundi dans Les Vraies Voix pour nous accompagner à ce micro, nous ferons des miracles. Ce sera vraiment beau. Je vous le fais même en alexandrin. Voyez un peu. Retenez bien mon numéro de compte en banque. Ah, j'avais peur que ce soit de sécurité sociale. Allez, salut, passez un très bon week-end. Merci de votre fidélité à Sud Radio. Salut. Bien dans mon immeuble.